Calvin Brewer gara son camion dans la longue allée de la propriété des Stokes. Déjà en retard de 15 minutes, son téléphone vibra à nouveau. Un autre appel manquait d'Hélène. Il s'occuperait de sa femme plus tard. Pour l'instant, il devait juste récupérer Mason, âgé de 7 ans, de la maison de son grand-père et rentrer chez lui avant que la circulation ne devienne un cauchemar. Le soleil d'octobre était bas, projetant de longues ombres sur la pelouse impeccablement entretenue. Calvin n'avait jamais aimé cet endroit. Reginald Stokes avait de l'argent ancien, le genre qui s'accompagnait d'attente et de jugement, le genre qui méprisait un contremaître en construction qui travaillait de ses mains, mais Hélène avait insisté pour que Mason passe le week-end ici pendant qu'il s'occupait de la rénovation de la cuisine. Calvin contourna le dernier virage et son pied écrasa la pédale de frein. 12 voitures de police formaient un périmètre autour de la maison coloniale. Des agents étaient accroupis derrière des portes ouvertes, armes à la main. Un fourgon du SWAT était garé au milieu de l'allée circulaire, ses portes arrière ouvertes, révélant du matériel tactique et du personnel armé en train de s'équiper. Son cœur s'arrêta. Mason. Calvin mit le camion en position de stationnement et sprinta vers la maison. Mason. Mon fils est là-dedans. Un officier en uniforme l'intercepta, paume pressée contre la poitrine de Calvin. Reculé. Monsieur, c'est une situation active. Situation active. C'est mon fils. La voix de Calvin se brisa. Il essaya de pousser, mais l'officier tint bon. « Monsieur, j'ai besoin que vous attendiez. » Les yeux de l'officier se plissèrent. « Vous avez dit votre fils ?»« Mason Brewer. Il a 7 ans. Il reste avec son grand-père, Reginald Stokes. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Bon sang !» Le visage de l'officier pâlit. Il saisit sa radio. « Capitaine, nous avons le père ici, le père du garçon. » Des parasites crépitèrent. Une voix de femme répondit « Amenez-le au commandement maintenant. » L'officier guida Calvin vers un centre de commandement mobile garé près du bord de la propriété. À l'intérieur, la capitaine Judy Matisse se tenait au-dessus d'une table couverte de plans et de photographies. Elle leva les yeux quand Calvin entra. Son expression était grave. « Monsieur Brewer, je suis la capitaine Matisse. J'ai besoin que vous restiez calme. Où est mon fils ? Il est vivant. Il est à l'intérieur de la maison et il est indemne. Mais nous avons une situation. » Les mains de Calvin se serrèrent en poing. Quel genre de situation ? Matisse sortit une tablette, ses doigts glissant sur l'écran. Il y a 3 heures, nous avons reçu un appel au 911 de cette adresse. Un jeune garçon s'identifiant comme Mason Brewer a appelé en disant qu'il avait trouvé quelque chose dans la cave, quelque chose de mauvais. L'appel s'est déconnecté abruptement. L'estomac de Calvin se noua. Et quand les agents sont arrivés, Reginald Stokes a refusé l'entrée. Il a prétendu que tout allait bien, que Mason faisait une blague, mais l'appel du garçon était authentique. Nous pouvions entendre la peur dans sa voix. Nous avons obtenu un mandat d'urgence. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Monsieur Brewer, quand notre équipe d'entrée initiale est entrée, ils ont trouvé quelque chose qui a transformé cela d'une vérification de bien-être en une enquête fédérale. Arrêtez de tourner autour du pot. Qu'ont-ils trouvé ? Matisse tourna la tablette vers lui. L'écran montrait une imagerie thermique de la maison. Calvin pouvait distinguer la disposition normale. Salon, cuisine, chambre, mais sous les fondations, une structure massive brillait avec des signatures thermiques. Elle s'étendait bien au-delà de l'empreinte de la maison, au moins 30 mètres dans plusieurs directions. Qu'est-ce que je regarde ? Une installation souterraine. Nous estimons qu'elle est en construction depuis au moins 8 ans d'après les permis que nous avons obtenus. Votre beau-père l'a construite en secret, prétendant que c'était une extension de cave à vin auprès du comté. 8 ans ? Le chiffre frappa Calvin comme un coup de poing. Lui et Hélène étaient mariés depuis 8 ans. Mason était né il y a 7 ans. Son esprit s'emballa, relayant des points qu'il ne voulait pas relier. Une cave à vin n'a pas besoin du SWAT, dit Calvin. La voix dure. Matisse fit glisser vers une autre image. Celle-ci montrait une reconstruction de plan d'étage basée sur un radar pénétrant le sol. Le complexe souterrain avait plusieurs chambres, couloirs et ce qui ressemblait à des pièces renforcées. Non, effectivement pas. Monsieur Brewer, nous croyons que votre beau-père opère une installation illégale. Nous ne sommes pas encore sûrs de son but exact. Mais notre équipe d'entrée initiale a rapporté des signes d'équipement de fabrication, de stockage chimique, et elle hésita. Des preuves d'occupation à long terme par plusieurs individus. Le sang de Calvin se glaça. Occupation. Nous avons trouvé des effets personnels, des vêtements qui suggèrent que des gens vivent en là-dessous, peut-être contre leur gré. Le monde bascula. Calvin s'agrippa au bord de la table. Mon fils a appelé le 911 de l'intérieur. Où est-il maintenant ? C'est le problème.
Après que nous ayons sécurisé les étages supérieurs, Stokes s'est retiré dans l'installation avec Mason. Il a scellé l'entrée de l'intérieur. La structure est en béton armé et acier. Nous ne pouvons pas la percer sans risque significatif. Et d'après ce que notre équipe a vu avant qu'il ne la verrouille, Matisse afficha une autre image. Calvin fixa une photographie prise par l'équipe d'entrée. L'entrée de l'installation souterraine n'était pas juste une porte. C'était une entrée de coffre-fort, du genre qu'on voit dans une banque, autour, ce qui ressemblait à des capteurs et du matériel qu'il ne reconnaissait pas. Notre expert en explosifs dit que l'entrée est piégée. Si nous la forçons, il y a un risque d'effondrement ou pire, nous avons aussi détecté des composés chimiques dans les échantillons d'air. Nous ne savons pas s'il a des mécanismes de sécurité intégrés. Donc, vous me dites que mon fils est piégé dans un bunker souterrain avec un homme qui fait Dieu. C'est quoi, là-dessous? Et vous ne pouvez pas le sortir? Nous y travaillons. Nous avons établi une communication. Stokes parle, mais il ne fait pas sens. Il répète quelque chose sur le travail et comment personne ne comprend. Il a exigé de parler à sa fille, Elaine. La mâchoire de Calvin se serra. Où était ma femme? Nous avons essayé de la joindre. Elle ne répond pas au téléphone. Calvin sortit son portable. Cet appel manquait d'Hélène. Tous de ce matin, avant l'appel au 911, avant que tout parte en vrille. Il composa. Ça alla directement sur la messagerie. Laissez-moi lui parler, dit Calvin. Monsieur Brewer, il a mon fils? Laissez-moi lui parler. Matisse l'étudia un long moment, puis hocha la tête vers un officier des communications. L'homme tendit une radio à Calvin. Monsieur Stokes, c'est Calvin Brewer. Je suis ici pour ramener Mason à la maison. Des parasites. Puis une voix que Calvin avait entendue 1000 fois au dîner de famille, toujours polie, toujours mesurée, toujours condescendante, mais maintenant, elle portait une pointe de quelque chose d'autre, du désespoir. Calvin, je suis déçu, je m'attendais à ce que vous compreniez. Parmi tous, vous construisez des choses, vous connaissez les fondations, créez quelque chose qui dure, laissez mon fils partir. Il est parfaitement en sécurité, plus en sécurité qu'il ne l'a jamais été. Cet endroit, Calvin, c'est un chef-d'œuvre, 8 ans de planification, 8 ans de construction. Savez-vous à quel point c'est dur de construire quelque chose de cette ampleur sans que personne ne sache? Calvin se força à rester calme. Qu'avez-vous construit? Reginald. Une longue pause. La liberté, la vraie liberté, celle qui vient d'être complètement autosuffisant, celle qui requiert des ressources, des compétences, de la main-d'œuvre. Main-d'œuvre, répéta Calvin. Ses yeux rencontrèrent ceux de Matisse. Elle hocha la tête sombrement. J'ai préparé pour l'effondrement. Quand la société s'effondrera, quand le système échouera, ceux qui sont préparés survivront, prospéreront. J'ai construit un paradis, Calvin. Un écosystème durable, génération d'énergie, filtration d'eau, production de nourriture, tout ce qui était nécessaire pour une survie à long terme, en utilisant des gens que vous avez kidnappés, recrutés, corrigea Reginald, des gens qui n'avaient nulle part où aller, des gens que la société avait jetés. Je leur ai donné un but. Je leur ai donné un abri et de la nourriture et un travail significatif. La main libre de Calvin se serra en poing. Où est Hélène? Ma fille comprend? Elle a toujours compris. Pourquoi pensez-vous qu'elle encourageait ces visites? Pourquoi pensez-vous que Mason passait tant de temps ici? Je le préparais, Calvin. Je l'éduquais. C'est un garçon brillant. Il aurait été prêt. Le passé fit couler de la glace dans les veines de Calvin. Aurait été... Il a trouvé l'entrée. Il n'était pas censé... Pas encore. Pas avant quelques années. Mais les enfants sont curieux. Et je suppose que j'ai été négligent. Je pensais que la porte de la cave à vin serait un assez bon dissuasif. La voix de Reginald devint amère. Il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir, poser des questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. Donc vous l'avez enfermé là-dessous, je le protège. Quand ils entreront, et ils entreront, ils détruiront tout. Des années de travail parties. Ils appelleront ça du kidnapping, de l'esclavage, de la folie. Ils ne comprennent pas la vision, mais Mason sera en sécurité avec moi jusqu'à ce que nous puissions partir par la sortie alternative. L'esprit de Calvin s'emballa. Sortie alternative. C'est pourquoi le SWAT ne pouvait pas juste l'attendre. Il n'y a nulle part où courir. Reginald, vous seriez surpris de ce que l'argent et la planification peuvent accomplir. J'ai des véhicules prêts, des identités préparées. Dans 48 heures, Mason et moi serons quelque part au chaud, quelque part en sécurité, et les autorités essaieront encore de couper ma porte. 48 heures. Calvin regarda Matisse. Elle faisait déjà des gestes à son équipe, murmurant des ordres. « Je ne vous laisserai pas prendre mon fils. Vous n'avez pas le choix. Au revoir. Calvin. »
Prenez soin de ma fille, elle va avoir besoin de vous. La ligne se tut, Calvin resta là. Radio en main, fureur et peur se disputant en lui, 8 ans de dîner du dimanche et de vacances et de photos de famille. Et tout ce temps, Reginald Stokes avait construit une prison sous sa maison, utilisant des gens, prévoyant de prendre Mason et Elaine, sa femme, la femme avec qui il avait construit une vie. Elle savait, elle devait savoir. « Monsieur Brewer, » dit Matisse doucement, « nous allons sortir votre fils, je vous le promets. » Calvin la regarda. Au centre de commandement, plein de gens et d'équipements et de bonnes intentions, ils allaient essayer, ils allaient faire de leur mieux, mais Calvin savait quelque chose qu'ils ignoraient. Il connaissait les bâtiments, il connaissait la construction, il connaissait les fondations et les murs porteurs et les faiblesses structurelles, et il connaissait les hommes comme Reginald Stokes, des hommes qui pensaient que leur argent et leurs plans les rendaient intouchables. Reginald avait commis une erreur, il avait construit son paradis sur une propriété que Calvin avait expertisée il y a 8 ans, quand Hélène lui avait demandé pour la première fois de jeter un œil à la maison de son père pour donner des conseils sur des problèmes de fondation. Calvin se souvenait de ses plans. Il se souvenait de la disposition et il se souvenait de quelque chose que Reginald ignorait qu'il savait. « Capitaine, » dit Calvin, sa voix stable maintenant, déterminée, « j'ai besoin de voir vos schémas de bâtiments. »« Tous ? Et j'ai besoin de passer un appel ?» Matisse haussa un sourcil. « À qui ? À quelqu'un qui peut nous faire entrer dans cette installation sans que Reginald sache que nous arrivons. » Le soleil s'était couché quand Calvin termina sa 4e tasse de café. Le centre de commandement était devenu son espace de travail, des plans et des enregistrements de propriétés étalés sur chaque surface disponible. La capitaine Matisse l'observait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude pendant qu'il traçait des lignes sur les anciens plans de fondation, les comparant à la nouvelle imagerie thermique. « Ici, » dit Calvin, tapotant un point sur le bord ouest du complexe souterrain, c'était la fondation originale de la cave. Reginald a étendu vers l'extérieur, mais il a dû contourner la conduite d'eau principale et la ligne de gaz existante. Voyez ce couloir ? Matisse se pencha. Celui qui court parallèle à la ligne de propriété, il est trop proche des utilités de la ville. Il n'a pas pu le renforcer de la même façon que le reste de la structure sans toucher les lignes. Il a dû compromettre, probablement utiliser des matériaux plus légers, peut-être même laisser des panneaux d'accès pour l'entretien. Vous pensez que c'est un point faible ? Je pense que c'est notre entrée. Un officier tactique nommé Bradley Keller les rejoignit. Même si vous avez raison, nous devrions excaver depuis la surface. Ça pourrait prendre des jours et ce sera bruyant. Stokes saura que nous arrivons. Calvin secoua la tête. Nous ne creusons pas d'en haut. Nous allons latéralement. Il y a un système d'égouts pluviaux qui longe ce côté de la propriété. C'était partie du développement original de la subdivision dans les années 50. Les tunnels sont encore là. J'ai travaillé dedans sur d'autres projets dans la zone. Il afficha une carte d'ingénierie municipale sur la tablette. Ce point d'accès est 2 propriétés plus loin. Nous pouvons entrer ici, suivre l'égout pluvial vers l'ouest, et il devrait passer à quelques mètres du complexe de Stokes. Si j'ai raison sur ces compromis de construction, nous perçons depuis l'égout dans son couloir. Matisse étudia la carte. C'est un tas d'hypothèses. C'est la seule chance que nous ayons. Vous essayez de percer l'entrée principale, des gens pourraient mourir. Mason pourrait mourir. De cette façon, nous arrivons d'une direction qu'il ne surveille pas. Nous ne déclenchons pas ces mécanismes de sécurité et nous sortons mon fils avant qu'il réalise ce qui se passe. Matisse regarda Keller. L'officier tactique fit des calculs dans sa tête, puis hocha lentement la tête. Ça pourrait marcher. Nous aurions besoin de radars pénétrant le sol pour confirmer l'intégrité de l'égout. Équipement de coupe. Probablement imagerie thermique pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté avant de percer. Combien de temps ? Demanda Calvin. Pour rassembler l'équipement et positionner l'équipe. Des heures minimum, peut-être 6. Calvin vérifia sa montre. 22 heures ? 6 heures les mettrait à 4 heures du matin. Reginald avait dit 48 heures, mais Calvin ne faisait pas confiance à ce calendrier. L'homme était arrogant, mais pas stupide. Il devait savoir que le temps filait. « Monsieur Brewer, » dit Matisse prudemment, « je comprends que vous ne puissiez pas faire partie de l'équipe d'entrée. Le diable si je ne peux pas. Vous êtes impliqué émotionnellement, vous n'êtes pas entraîné. Et si quelque chose tourne mal, j'ai besoin d'être là pour mon fils. » Calvin rencontra ses yeux. « Je ne demande pas la permission. Capitaine, je vous dis que j'entre... Vous voulez mon aide avec le point d'entrée ? Vous me laissez traverser ce mur ?» Matisse resta silencieuse un long moment, puis elle soupira. « Contre mon meilleur jugement ? D'accord, mais vous suivez les ordres. Vous portez un gilet
Et si un membre de mon équipe vous dit de rester en arrière, vous restez en arrière. Claire, Claire. Bien. Kala. Rassemblez l'équipement. Je veux une confirmation radar dans l'heure. Elle se tourna vers Calvin. En attendant, nous devons parler de votre femme. L'expression de Calvin durcit. Quoi à propos d'elle? Nous avons tracé son téléphone portable. Il a pingé sur une tour près de la frontière canadienne il y a 3 heures. Elle fuit. Monsieur Brewer. Et vu le timing, je dirais qu'elle savait que ça arrivait. Calvin sentit quelque chose craquer en lui. Une partie de lui avait espéré, désespérément espéré qu'Hélène était innocente, qu'elle avait été manipulée, trompée, gardée dans l'ignorance comme lui, mais fuir signifiait culpabilité. Fuir signifiait qu'elle avait choisi son père plutôt que leur fils. « Vous voulez que nous la ramenions ?» demanda Mathis. Calvin pensa à 8 ans de mariage, 8 ans de mensonges. Il pensa à Mason, 7 ans, piégé sous terre avec un fou. Il pensa au dîner du dimanche où Hélène avait souri et bavardé en sachant ce que son père cachait sous leurs pieds. Après avoir sorti Mason, dit Calvin calmement, « Alors vous la ramenez, je veux la regarder dans les yeux quand vous le ferez. » Son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Ne faites pas confiance à la police, ils le tueront. » Il y a une autre façon. Un ami. Calvin fixa le message. Il le montra à Mathis. Ça pourrait être Stokes, dit-elle, essayant de vous isoler, de vous faire agir irrationnellement, ou ça pourrait être quelqu'un qui en sait plus que nous. Calvin tapa en retour. Qui est-ce? La réponse vint immédiatement. Quelqu'un qui était là-dessous, quelqu'un qui est sorti. La sortie alternative n'est pas ce que vous pensez. Rencontrez-moi seul. Mathis tendit la main pour le téléphone. Laissez-moi tracer ça. Calvin les retira. Si cette personne connaît la sortie alternative, nous avons besoin de cette information. C'est un piège. Peut-être, mais et si ce n'est pas? Calvin regarda les plans tactiques, au point d'entrée d'égout pluvial qu'il avait identifié. Et s'il y a quelque chose que nous manquons? Quelque chose qui tuera Mason. La mâchoire de Mathis se serra. Où veut-il rencontrer? Un autre texto apparut. Vieux moulin Henderson. 30 minutes. Venez seul ou je disparais? Le moulin était à 15 minutes. Une usine textile abandonnée des années 60. Calvin y avait fait du travail de démo des années auparavant. C'était isolé, dangereux et définitivement le genre d'endroit qu'on choisirait pour une embuscade. « Et j'y vais » dit Calvin. « Comme l'enfer que vous y allez? Capitaine, si cette personne a des informations qui sauvent mon fils, je dois prendre cette chance. Et si Stokes a envoyé ça pour vous attirer loin pendant qu'il fait son mouvement? » Calvin n'y avait pas pensé. Son esprit tourbillonnait, épuisement et adrénaline rendant la pensée claire difficile. Mathis prit une décision. « D'accord, vous y allez. Mais vous portez un micro? Et j'ai une équipe dans la zone. Au premier signe de problème, nous vous extrayons. Marché conclu. » 20 minutes plus tard, Calvin s'arrêta au moulin Henderson. Le vieux bâtiment en briques se dressait dans l'obscurité, fenêtres brisées, murs couverts de graffitis. Les phares de son camion traversaient le parking envahi, illuminant du matériel rouillé et des débris épars. Le micro que Mathis avait collé à sa poitrine pesait lourd. Elle avait promis que les renforts resteraient à 400 mètres, assez près pour répondre, mais assez loin pour ne pas effrayer son contact. Calvin coupa le moteur et sortit. Le vent d'octobre portait l'odeur de décomposition et de rouille. « Vous êtes venu ?» La voix vint des ombres près de l'entrée du moulin. Calvin se tourna. Un homme sortit au clair de lune. Maigre, peut-être 35 ans, avec le regard hanté de quelqu'un qui avait vu des choses qu'il ne pouvait oublier. Il portait des vêtements de travail sales et marchait avec une boiterie. « Qui êtes-vous » demanda Calvin. « Je m'appelle Theodore Downs. La plupart des gens m'appellent Théo. Avant que je disparaisse il y a 4 ans, le sang de Calvin se glaça. Vous étiez là-dessous dans l'installation de Stokes pendant 3 ans et 8 mois. Je suis sorti il y a 6 mois. J'essayais de trouver comment l'exposer sans me faire tuer. Théo avait les yeux creux. J'ai entendu parler d'aujourd'hui sur le scanner de police que je garde. Entendu pour votre fils? Je devais contacter... Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Parce que Stokes a une assurance? C'est comme ça qu'il l'appelait. Assurance. Théo sortit une photographie froissée de sa poche et la tendit à Calvin. Dans la faible lumière, Calvin distinguait plusieurs personnes sur la photo, des hommes et des femmes en vêtements de travail debout dans ce qui ressemblait à une installation souterraine. Ils ne souriaient pas. Ils avaient l'air épuisés, vaincus. Il y a encore 11 personnes là-dessous, dit Théo, des gens qu'il a pris, des gens qui ont disparu, et que personne n'a cherché parce qu'ils étaient sans-abri ou toxicomanes ou fugueurs. Il les a fait travailler comme des esclaves, construisant son complexe, entretenant ses systèmes. Et il a dit à chacun d'eux la même chose,
Si la police raidait l'endroit, il inonderait les chambres inférieures, l'estomac de Calvin chuta, les inondait. Il y a une source souterraine qui coule sous la propriété. Stokes l'a exploité pour son approvisionnement en eau, mais il l'a aussi conçu comme un interrupteur mortel. S'il le déclenche, les niveaux inférieurs se remplissent d'eau en moins de 5 minutes. Les gens là-dessous, ils sont gardés dans ces niveaux inférieurs, ils se noieront. Jésus-Christ, ce n'est pas tout. Il a votre fils, mais il a aussi du collatéral. Il m'a dit une fois quand il était ivre qu'il gardait toujours une assurance. Des enfants de personnes importantes, des gens qui pourraient en faire disparaître les problèmes si nécessaires. La voix de Théo se brisa. Je ne l'ai pas cru, jusqu'à ce que je voie les images de surveillance. Il a pris des enfants. Pas définitivement, juste pour des visites de week-end. Les photographiant dans l'installation, créant des preuves que leur famille savait qu'elles étaient complices. Calvin se sentit malade. Les visites de week-end de Mason. Il a probablement des dizaines de photos de votre garçon là-dessous. Daté sur des années, si vous essayez de parler. Il vous ruinera, fera paraître que vous en faisiez partie. L'ampleur complète du plan de Reginald se cristallisa dans l'esprit de Calvin. Ce n'était pas juste un bunker, ce n'était pas juste de la main-d'œuvre esclave. C'était un système complet de contrôle. De chantage et de préparation, l'homme était un monstre. La sortie alternative, dit Calvin. Où mène-t-elle ? À 5 kilomètres au nord, dans la forêt d'État. Il y a une baie de véhicules camouflée avec un SUV prêt. Réservoir plein, provisions, urgent. Il pourrait être parti avant que quiconque ne la trouve. Théo s'approcha plus près, mais voici ce que les flics ne savent pas. Le tunnel de sortie passe droit à travers la zone de détention inférieure. S'il prévoit de partir, il devra passer par où les gens sont gardés. Et s'il pense qu'il est sur le point de tout perdre, il l'inondera. Théo hocha la tête. Le déclencheur est manuel, une valve qu'il doit ouvrir physiquement. Si votre équipe soit entre bruyamment, s'il se sent piégé, il les tuera tous plutôt que de les laisser témoigner. J'ai vu de quoi il est capable. Il n'est pas juste arrogant. C'est un vrai croyant. Il pense vraiment qu'il construit quelque chose d'important. Et quiconque se met en travers est jetable. Calvin assimila ça, le plan de l'égout pluvial ne marcherait pas. Pas s'il risquait d'effrayer Reginald dans un meurtre de masse. Que suggérez-vous ? Théo sortit une carte dessinée à la main. Je connais la disposition de l'installation par cœur. J'ai aidé à la construire. Il y a un conduit de ventilation pour les niveaux inférieurs. Stokes en avait besoin pour la circulation d'air. Il est accessible depuis la surface. Caché dans les bois, à environ 180 mètres derrière la maison, il n'est sur aucun plan parce qu'il ne l'a pas permis. C'est juste une grille en acier sur un puits de vertical de 12 mètres. Quelqu'un peut-il passer dedans ? Une personne à la fois. Il descend dans un couloir de maintenance qui est généralement vide. De là, vous pouvez accéder à la zone de détention inférieure sans déclencher la sécurité principale. Vous entrez discrètement, vous sécurisez les otages et vous bloquez cette valve d'inondation. Alors les flics peuvent percer bruyamment et Stokes n'a plus de levier. Calvin étudia la carte, donc c'était risqué, peut-être fou, mais ça faisait sens. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda Calvin. « Pourquoi ne pas donner ça à la police ?» L'expression de Théo s'assombrit. « Parce que je veux que Stokes souffre. Les flics l'arrêteront, bien sûr. » Mais les procédures légales prennent du temps et les monstres comme lui, ils trouvent des façons de s'en sortir. Avocats riches, détails techniques, accord de plaider. Je veux qu'il sache ce que c'est de tout perdre. D'être impuissant, de voir son plan parfait s'effondrer. Il rencontra les yeux de Calvin et je me dis qu'un père se battant pour son fils pourrait être prêt à s'assurer que la justice soit rendue la vraie justice. Calvin comprit, Théo n'offrait pas juste de l'aide, il offrait un partenariat dans quelque chose de plus sombre qu'une opération de sauvetage. « Je ferai tout ce qu'il faut pour sauver Mason », dit Calvin prudemment. « Alors nous devons bouger. L'équipe SWAT rassemble probablement déjà son équipement pour cette idée d'égout pluvial. Nous devons entrer avant qu'ils ne fassent leur mouvement, et l'effrayant. » Calvin pensa à Matisse, au micro qu'il portait. À l'équipe attendant à 400 mètres, il pensa à faire ça de la bonne façon, la façon légale, puis il pensa à Mason, 7 ans, entouré par l'évidence de la folie de son grand-père. Il pensa à 11 personnes qui avaient été travaillées comme des esclaves pendant des années. Il pensa à Hélène fuyant vers le Canada, choisissant les secrets de son père plutôt que leur famille. Calvin passa la main sous sa chemise et arracha le micro. Il le jeta au sol. « Allons chercher mon fils. » Calvin suivit le pick-up de Théo à travers des routes secondaires sinueuses, son téléphone en mode silencieux dans le porte-gobelet. À ce moment, Matisse aurait réalisé que le micro était mort. Elle enverrait des équipes au moulin, mais il serait trop tard.
Calvin était engagé maintenant, pour le meilleur ou pour le pire. Théo s'engaga sur une route de maintenance qui qualifiait à peine de chemin, des branches grattant contre le camion de Calvin, alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans les bois derrière la propriété des Stokes. Après 400 mètres, Théo s'arrêta et coupa ses lumières. Calvin se gara derrière lui et sortit. La forêt était sombre, illuminée seulement par un croissant de lune à travers les arbres. Au loin, il pouvait voir la faible lueur des lumières de police de l'avant de la propriété de Reginald. « C'est encore 90 mètres à pied », murmura Théo, resté silencieux. Stokes a des capteurs de mouvement dans certaines zones, mais il couvre surtout les angles d'approche de la maison. Ils se déplacèrent à travers les sous-bois, Théo naviguant avec une facilité pratiquée, Calvin suivit son corps de ouvrier en construction rendant la discrétion difficile, mais il s'en sortit, son esprit concentré sur une chose, Mason, tout le reste, son mariage, sa rage, sa boussole morale pouvait attendre. Théo s'arrêta et pointa. Au début, Calvin ne vit rien, puis ses yeux s'ajustèrent, et il distingua une grille métallique carrée, peut-être 90 cm de côté, nichée dans une légère dépression. Des feuilles mortes avaient été arrangées dessus, camouflage presque parfait. « C'est ça ?» dit Théo, enlevant les feuilles. Le puits descend 12 mètres tout droit. Il y a des barreaux encastrés dans le mur, mais ils sont vieux. Testez chacun avant de lui faire confiance avec votre poids. Calvin s'agenouilla et regarda dans l'obscurité. Il ne pouvait pas voir le fond. Qu'y a-t-il en bas ? Couloir de maintenance. Comme je l'ai dit, environ 15 mètres de long. Relie la zone de détention au complexe principal. Il n'y a généralement personne à cette heure de la nuit. Stokes garde ses ouvriers enfermés dans leurs cellules après 21 heures. Théo tendit une petite lampe torche à Calvin, lentille rouge. « Ne se verra pas aussi facilement sur les caméras. Vous ne venez pas. Je ne peux pas. J'y vais et Stokes me voit sur les flux de sécurité. Il saura que quelque chose cloche. Il pense que je suis parti depuis longtemps. Peut-être mort. Mais vous êtes le père concerné. Même s'il vous repère, il pourrait hésiter, essayer de parler. Ça vous donne des secondes que vous n'auriez pas autrement. » Calvin testa la grille. C'était de l'acier lourd, mais des charnières vieilles permettaient de la soulever. Le puits en dessous était un vide noir. « La zone de détention ?» dit Calvin. « Combien de gardes ?» Stokes n'utilise pas de garde traditionnelle. Il contrôle par la peur et la dépendance. Les gens là-dessous, ils sont brisés. Des années d'isolement et de manipulation. Ils ne vous combattront pas, mais ils pourraient ne pas aider non plus. Ils ont été conditionnés à croire que l'évasion signifie la mort, que Stokes est la seule chose qui les garde en vie. Et Mason, l'expression de Théo s'adoucit, Stokes l'a gardé dans ses quartiers privés, probablement dans le complexe principal, High East, mais pour y arriver, vous devrez passer par la zone de détention, puis par ce qu'il appelle l'atelier, où il avait ses gens construire et fabriquer son équipement. Calvin absorba ça, la valve d'inondation, zone de détention. Moursoud, grande roue rouge. Difficile à manquer, tournez-la dans le sens horaire pour la fermer. Contre-horaire l'ouvre. En ce moment, elle est fermée, mais pas verrouillée. Stokes peut l'ouvrir n'importe quand. Donc je sécurise la valve, libère les otages, puis vais pour Mason. C'est le plan, mais Brewer, Théo attrapa son bras. Stokes n'est pas juste fou. Il est intelligent, il aura des contingencies. Si vous êtes repéré avant d'être prêt, si les choses tournent mal, vous devez être préparé à faire des choix durs. Calvin rencontra ses yeux. Préparé ? Théo l'étudia un moment, puis hocha la tête et tendit un sac à dos. Coupe-boulon pour les serrures de cellules. Liens en plastique, au cas où vous auriez besoin de retenir quelqu'un. Et ça, il sortit un pistolet. Je sais que vous n'êtes pas un flic. Et je sais que ça complique les choses légalement. Mais là-dessous, vous pourriez en avoir besoin ? Calvin avait tiré avec des armes auparavant lors de voyages de chasse avec des amis du travail. Il n'était pas à l'aise avec elles, mais il n'était pas complètement ignorant non plus. Il prit l'arme, vérifia la sécurité et la glissa dans sa ceinture. Une chose de plus, dit Théo. Il sortit une clé USB. Tout ce que je sais sur l'opération de Stokes est dessus. Nombre des victimes, dates, photographies que j'ai réussi à prendre avant de m'échapper. Si quelque chose vous arrive, ça va aux médias, mais si vous sortez, vous et votre fils, vous utilisez ça pour vous assurer que Stokes ne voit plus jamais la lumière du jour. Calvin empocha la clé. Merci, ne me remerciez pas encore, vous pourriez ne pas sortir. Et si vous ne le faites pas, je disparais à nouveau, et tout ça devient juste une autre théorie du complot. Je sortirai ? Théo recula, 12 mètres en bas,
puis suivez le couloir vers l'est. Vous verrez une porte marquée A7. C'est la zone de détention. Bonne chance. Calvin se baissa dans le puits, ses bottes trouvant le premier barreau. Il tint, il descendit lentement, testant chaque prise, la lampe rouge serrée entre ses dents. Les murs étaient en béton, humides de condensation. L'air sentait la terre et les produits chimiques. 9 mètres, 6 mètres, 3 mètres. Ses bottes touchèrent le sol solide. Calvin retira la lampe de sa bouche et balaya le faisceau autour. Le couloir était exactement comme Théo l'avait décrit. Étroit, utilitaire avec des tuyaux exposés le long du plafond. À sa droite, le couloir se terminait par une porte scellée. À sa gauche, il s'étendait dans l'obscurité vers la zone de détention. Calvin commença à avancer, tous ses sens en alerte, l'arme pressée contre son dos, un rappel de combien il était tombé loin de sa vie normale. Il y a 24 heures, sa plus grande préoccupation était les options de Dosseret Carlet. Maintenant, il était armé et entrait par effraction dans une prison souterraine. La porte marquée A7 apparut devant. Grille industrielle avec une petite fenêtre en verre, renforcée. Calvin regarda à travers. La zone de détention était plus grande qu'il ne l'avait attendu, peut-être 12 mètres de large, avec une douzaine de portes de cellules alignées sur les murs. Des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, projetant des ombres dures. Au centre de la pièce se tenait la valve d'inondation, exactement où Théo avait dit une grande roue rouge montée sur un assemblage de tuyaux. Calvin ne vit personne bouger. Les cellules semblaient occupées. Il pouvait distinguer des formes à travers les petites fentes de fenêtres dans chaque porte, mais tout le monde semblait dormir. Il essaya la poignée de porte, les déverrouiller. Calvin se glissa dedans, se déplaçant rapidement vers la valve. Il attrapa la roue à 2 mains et la testa. Elle tourna facilement, trop facilement. Son sang se glaça. La valve était déjà partiellement ouverte. Une voix résonna des haut-parleurs montés au plafond. Je me demandais quand vous arriveriez. Calvin. Reginald Stokes. Calvin se figea, cherchant des caméras. Il les repéra. De petites lentilles dans les coins couvrant chaque angle. Vous êtes plus débrouillard que je ne vous en créditais. Reginald continua, sa voix calme, presque amusée. Theodore. Je suppose, j'ai toujours suspecté qu'il avait survécu à l'inondation la dernière fois que j'ai testé le système. Il était toujours le malin. La dernière fois, la façon décontractée dont Reginald le dit fit frissonner la peau de Calvin. Où est Mason ? Demanda Calvin. En sécurité avec moi, contrairement aux 11 âmes actuellement enfermées dans ces cellules. Vous savez, Calvin, j'ai réfléchi à votre situation. Vous voulez votre fils ? Je veux ma liberté. Peut-être pouvons-nous faire un accord ? Pas d'accord ? Laissez-le partir. Tournez-vous et regardez les cellules. Regardez de près. Calvin le fit. Comme ses yeux s'ajustaient, il réalisa ce qu'il voyait. Les gens dans ces cellules n'étaient pas endormis. Ils étaient éveillés, le fixant avec des yeux creux, terrifiés, et chacun avait un collier métallique autour du cou connecté à un câble qui courait au mur arrière. « Colliers explosifs », dit Reginald, « contrôlés par radio, si je les déclenche ou si le signal est interrompu, disons par des brouilleurs RF d'une équipe SWAT. Ils détonnent, c'est brut mais efficace. Les colliers étaient une contingence que j'espérais ne jamais utiliser, mais vous m'avez forcé la main. » L'esprit de Calvin s'emballa. Théo n'avait pas su pour ça, donc voici mon offre, continua Reginald. Vous allez appeler vos amis à la police. Vous allez leur dire de se retirer. Vous allez assurer que j'ai un passage sûr vers mon tunnel de sortie. Et en échange, une fois que je suis clair, je libérerai les codes des colliers à distance. Tout le monde vit, y compris Mason. Mason vient avec moi, c'est mon petit-fils. Calvin, mon héritier, je l'élèverai correctement, lui enseignerai ce que vous n'avez jamais pu. Les mains de Calvin se serrèrent sur la roue de la valve. Et si je refuse ? Alors j'inonde la zone de détention, tuant ces 11 personnes, puis je déclenche les colliers de toute façon, juste pour faire un point, puis je prends Mason et pars par ma sortie pendant que vous vous noyez dans la culpabilité. Votre choix, Calvin. Soyez un héros et perdez tout, ou soyez pratique et sauvez des vies. Calvin regarda les visages dans les cellules, 11 personnes qui avaient été torturées, emprisonnées, brisées, 11 personnes que Théo avait tout risqué pour aider, 11 personnes qui étaient dès maintenant des pions dans le jeu d'un monstre. Il pensa à ce que Théo avait dit. Je veux qu'il souffre, je veux qu'il sache ce que c'est de tout perdre, d'être impuissant. Calvin regarda la caméra la plus proche et sourit. Reginald, je pense que vous avez oublié quelque chose d'important à propos de moi. Et quoi donc ? Je suis un contremaître en construction, je comprends l'infrastructure, je comprends l'ingénierie.
Et je comprends qu'un homme paranoïaque comme vous ne mettrait pas tous ses œufs dans le même panier. Calvin commença à marcher vers les cellules, parlant toujours. Ces colliers, ils sont connectés à un relais, probablement dans votre salle de contrôle. La valve d'inondation, pareil, vous avez des contrôles d'annulation, tout passe par votre système central. Venez-en au fait. Calvin atteignit la première porte de cellule et sortit les coupe-boulons. Mon fait a que les systèmes peuvent échouer, surtout quand quelqu'un qui les comprend décide de les faire échouer. Il coupa la serrure, la porte s'ouvrit, l'homme dedans, maigre, peut-être 50 ans, le fixa choqué. « Restez calme », lui dit Calvin. « Nous vous sortons. Calvin. Que faites-vous » La voix de Reginald avait perdu son calme. « Je vous appelle au bluff ?» Calvin passa à la cellule suivante. Une autre serrure coupée, une autre porte ouverte. « Vous n'allez pas tuer ces gens. Vous n'allez pas déclencher ces colliers. Vous savez quoi ? Éclairez-moi. » Calvin termina la 3e cellule et commença la 4e. Les prisonniers libérés restèrent dans leurs cellules. Trop conditionnés ou trop effrayés pour bouger, mais ils écoutaient. Parce que vous êtes un bâtisseur comme moi. Vous avez passé 8 ans à créer cet endroit. Vous avez recruté ces gens. Votre mot, pas le mien, parce que vous aviez besoin de leurs compétences. Vous avez investi trop de temps, trop d'argent, trop d'ego dans ce projet pour le détruire par dépit. Vous voulez survivre à ça ? Vous voulez votre héritage intact ? Silence des haut-parleurs. Calvin libéra le 6e prisonnier. Mais plus que ça, vous êtes un lâche. Vous êtes un homme qui s'attaque aux vulnérables, qui se cache derrière l'argent et les plans de contingence, qui prend des enfants comme assurance parce que vous ne pouvez pas affronter les conséquences de vos propres actions, et les lâches ne se martyrisent pas. Ils fuient. J'ai votre fils. La voix de Reginald se brisa de rage. Je sais, et je viens pour lui. Mais d'abord, je vais sauver ces gens. Puis, je vais fermer vos systèmes. Puis, je vais vous traîner hors de n'importe quel trou où vous vous cachez. Et je vais m'assurer que vous payez pour chaque jour que vous leur avez volé. Calvin libéra la dernière cellule. 11 prisonniers, maintenant libres, mais toujours colletés, le fixaient avec un mélange d'espoir et de terreur. Tout le monde dehors, dit Calvin. File indienne, nous partons par le couloir de maintenance. Les colliers, bégaya une femme. C'est un bluff. S'il allait les faire détonner, il l'aurait déjà fait. Calvin pointa la porte par laquelle il était entré. Bougez maintenant. Ils bougèrent, lentement d'abord, puis plus vite comme la réalité de la liberté commençait à pénétrer leur peur conditionnée. Calvin les guida vers le couloir, surveillant les caméras, attendant que Reginald fasse son mouvement. Les haut-parleurs crépitèrent. « Vous avez commis une terrible erreur ? Probablement. Je suis bon pour ça. » Calvin fut le dernier à traverser la porte de la zone de détention. Il la referma derrière lui et coinça les coupe-boulons dans la poignée. Lâchez lente, pas permanent, mais ça ralentirait quiconque venant du complexe principal. Dans le couloir, les prisonniers libérés se regroupèrent, 11 fantômes en vêtements de travail sale. Clignant dans la lumière rouge de la lampe de Calvin, « Écoutez-moi, dit Calvin, j'ai besoin que vous grimpiez par le conduit de ventilation, c'est 12 mètres. Il y a des barreaux, en haut. Un homme nommé Theodore Downs attend. Il vous sortira. Pouvez-vous faire ça? Et vous ?» demanda l'homme maigre de la première cellule, et l'autre, le garçon. « Je retourne pour lui, mais j'ai besoin que vous soyez en sécurité d'abord. » Allez. Ils allèrent, se déplaçant comme des automates, des années à suivre des ordres surpassant leur peur. Calvin les regarda grimper un par un, disparaissant dans le puits. Quand le dernier commença, Calvin vérifia sa montre. Il était sous terre depuis 17 minutes. Le SWAT aurait bougé maintenant, soit vers le moulin, soit pour préparer la percée de l'égout pluvial. Mathis deviendrait folle en essayant de comprendre où il était. Calvin sortit son téléphone. Étonnamment, il avait une barre de signal. L'installation de Reginald devait avoir des amplificateurs pour ses propres communications. Il tapa un texto rapide à Mathis. Dans l'installation, otage libéré, se dirigeant vers le conduit de ventilation dans les bois. Mason encore dedans? Besoin de 15 minutes avant que vous percerez. Il l'envoya, sans attendre de réponse. Puis, il se tourna et se dirigea plus profondément dans le complexe vers la zone principale où Reginald attendait avec son fils. Le couloir s'ouvrit sur ce que Théo avait appelé l'atelier. Calvin s'était attendu à quelque chose de brut, improvisé. Au lieu de ça, il se trouva dans un espace qui ressemblait à un étage de fabrication légitime. Machine CNC, imprimantes 3D, banque d'assemblage, tous illuminés par un éclairage industriel, pièces et composants remplissaient les étagères le long des murs. Ce n'était pas un bunker de prepper. C'était une installation de production.
Calvin s'y déplaça prudemment, chaque nerf alerte. Réginald pouvait être n'importe où, pouvait regarder par les caméras, pouvait préparer un autre piège. Une porte à l'extrémité opposée était partiellement ouverte, de la lumière s'en échappant. Calvin s'approcha, l'arme maintenant en main, sécurité enlevée. Il poussa à travers dans une salle de contrôle qui appartenait à un film de science-fiction. Des moniteurs bordaient chaque mur, montrant des flux de caméras de tout le complexe et des terrains au-dessus. Au centre, un bureau tenait de l'équipement informatique, du matériel de communication et un grand panneau avec des interrupteurs et des indicateurs. Et dans une chaise face au moniteur était assis Reginald Stokes. « Il ne se tourna pas ?»« La police perce les goûts pluviales en ce moment même, » dit Reginald calmement. « Votre capitaine est assez prévisible. Il devrait frapper le mur ouest dans environ 8 minutes. » Calvin garda l'arme pointée sur lui. « Où est Mason ?»« Salle sécurisée. Par cette porte, dans le couloir, dernière porte à droite. Serrure à combinaison en acier renforcé. » Il regarde des dessins animés sur une tablette. Complètement inconscient du drame qui se déroule, Reginald se tourna enfin, et Calvin vit un homme qui avait vieilli d'une décennie en heure. « Je ne suis pas un monstre. Calvin, vous avez kidnappé 11 personnes. Vous les avez forcés à travailler. Vous avez menacé de les tuer. Je les ai sauvés. Leur ai donné un but. La société les avait jetés. Je leur ai donné de la valeur. Oui, j'ai restreint leur liberté. Mais la liberté est une illusion de toute façon. Nous sommes tous esclaves de quelque chose. » Reginald fit un geste vers les moniteurs. « J'ai construit quelque chose d'extraordinaire ici. Un écosystème complètement autosuffisant, énergie solaire et géothermique, production de nourriture hydroponique, récupération d'eau. Cette installation pourrait soutenir 30 personnes indéfiniment. Comprenez-vous ce que ça signifie? Je comprends que vous êtes fou. Je suis pratique. Le monde s'effondre. Calvin. Changement climatique. Instabilité politique. Inégalité économique. Dans nos vies, la société se fracturera. Quand ça arrivera, des endroits comme ça seront le seul refuge. Je préparais pour ce futur. » Calvin s'approcha plus près, l'arme stable, en asservissant des gens, en créant un nouvel ordre. Ces 11 étaient la fondation. J'allais étendre, recruter plus d'individus qualifiés, construire une vraie société souterraine. Mason aurait fait partie de la nouvelle génération, élevé pour comprendre ce que la survie signifie vraiment. « Vous ne gardez pas mon fils ?»« Non !» convainc Reginald tristement. « Je suppose que non. Vous avez gagné, Calvin. La police arrive. L'installation sera compromise. Mon travail est fini. » Il se leva lentement, main visible, avant qu'il n'arrive, avant que tout ça ne finisse. « Je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne veux rien comprendre de vous. » Elaine savait, pas tout, pas sur les ouvriers, mais elle savait pour l'installation. Elle a aidé avec les fournitures, avec la logistique. Elle soutenait ma vision parce qu'elle comprenait que j'essayais de protéger l'avenir de notre famille. Quand elle a eu Mason, quand elle vous a épousé, j'y ai vu une opportunité. Vous êtes compétent, pratique. Fort, je pensais qu'éventuellement vous comprendriez. Je pensais que vous nous rejoindriez. La main de Calvin trembla. Elle savait depuis des années. Elle fuit maintenant parce qu'elle sait ce qui arrive. Prison, procès, crucifixion publique. Elle a choisi la survie plutôt que la loyauté, juste comme je lui ai enseigné. Reginald sourit tristement. Nous ne sommes pas si différents. Vous et moi, nous faisons tous les deux tout ce qu'il faut pour protéger nos enfants. Nous ne nous ressemblons en rien. Continuez à vous dire ça. Reginald jeta un œil à un des moniteurs. Votre équipe SWAT vient de frapper le mur. Ils seront à travers dans 3 minutes. Je suggère que vous preniez Mason et partiez. La combinaison est le 19 juillet 2017. Son anniversaire, Calvin recula vers la porte que Reginald avait indiquée, gardant l'arme pointée sur le vieil homme. « Calvin !» Reginald appela. « Quand ils écriront sur ça, quand les médias me déchireront et m'appelleront un monstre. Rappelez-vous que j'essayais de sauver des gens. Rappelez-vous que mes intentions étaient bonnes. La route de l'enfer, dit Calvin. » Il trouva la salle sécurisée exactement où Reginald l'avait dit. À travers une petite fenêtre dans la porte d'acier, il pouvait voir Mason assis sur un lit, tablette en main, complètement absorbé par ce qu'il regardait, trou sécurisé, inconsciente. Les mains de Calvin tremblèrent alors qu'il entrait la combinaison. 19 juillet 2017. La serrure cliqua, la porte s'ouvrit, Mason leva les yeux et son visage se transforma en soulagement et joie. « Papa !» Calvin rangea l'arme et serra son fils dans ses bras. Le tenant si fort qu'il craignit de lui faire mal. Mason était solide, réel, vivant. « On rentre à la maison, mon pote », murmura Calvin dans les cheveux de son fils. Derrière eux,
Quelque part dans l'installation vint le son d'explosions et de cris. Le SWAT avait percé, c'était fini, presque. Les heures suivantes passèrent dans un flou. Les équipes SWAT balayèrent l'installation, sécurisant les pièces, documentant les preuves. Les secouristes vérifièrent Mason, physiquement bien, juste effrayé et confus. Calvin refusa de le quitter des yeux, restant proche même quand les paramédics insistèrent pour vérifier Calvin aussi. La capitaine Matisse le trouva assis à l'arrière d'une ambulance, Mason endormi contre son épaule, enveloppé dans une couverture d'urgence. « Vous avez de la chance de ne pas être en menottes », dit-elle, mais son ton manquait de vraie colère. « Avez-vous Reginald en garde à vue ? Il n'a pas résisté. » Franchement, il semblait soulagé. Matisse s'assit à côté de lui. « Les 11 personnes que vous avez libérées, elles sont toutes traitées. Examens médicaux, débriefing. Ça va prendre du temps, mais elles récupéreront. Vous les avez sauvées, Monsieur Brewer. J'ai eu de l'aide, Theodore Downs. Nous l'avons trouvé au conduit de ventilation avec les otages. Il parle maintenant, nous donne tout, noms, dates, crimes. » Entre son témoignage et les preuves que nous collectons de l'installation, Reginald Stokes ne verra plus jamais la liberté. Calvin hocha la tête, trop épuisé pour sentir de la satisfaction. « Votre femme, » continua Matisse prudemment. « Les autorités canadiennes l'ont cueillie à la frontière. Elle est extradée. D'après ce que Downs nous dit sur son implication, elle fera face à des accusations sérieuses. » Calvin baissa les yeux sur le visage endormi de Mason. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, vous rentrez chez vous, installez votre fils. Demain, vous devrez donner une déclaration complète sur tout ce qui s'est passé. Nous aurons besoin de comprendre votre processus de décision, le contact avec Downs, votre entrée dans l'installation. Ça va être compliqué ? Est-ce que je vais être accusé ?» Matisse resta silencieuse un moment. « C'est au-dessus de mon grade. Vous avez enfreint beaucoup de lois ce soir. Monsieur Brewer, vous avez interféré avec une opération active, entré sur une scène de crime, détruit des preuves. Porter une arme illégale, n'importe quel procureur pourrait monter un dossier. Mais vous avez aussi sauvé 11 vies et votre fils. Vous avez agi quand les options légales étaient trop lentes. Un bon avocat arguera folie temporaire, contrainte, nécessité immédiate, et honnêtement, la plupart des jurys sympathiseront avec un père se battant pour sauver son enfant. » Elle se leva. « Reposez-vous, on se parle demain ?» Calvin porta Mason à son camion. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel en nuances de rose et or. Des véhicules de police entouraient encore la propriété, des techniciens entrant et sortant de la maison, mais la crise immédiate était passée. Comme il bouclait Mason sur le siège arrière, son fils remua et ouvrit les yeux. « Papa !» Et ouais. « Mon pote, grand-père est en problème ?» La gorge de Calvin se serra. « Ouais, il a fait de mauvaises choses. » « Et maman ?» La question frappa plus fort qu'un coup de poing. Calvin n'avait aucune idée comment répondre. Comment expliquait-on la trahison à un enfant de 7 ans ? Comment disait-on à son fils que sa mère avait choisi de protéger un monstre ? « Maman a fait des erreurs ?» dit enfin Calvin. « De grosses. Elle va devoir affronter les conséquences pour elle. Mais nous allons bien, toi et moi. » Calvin regarda son fils, vraiment le regarda et vit peur et confusion. Mais aussi confiance. Mason lui faisait confiance pour arranger ça, pour les garder en sécurité, pour naviguer l'impossibilité de ce qui venait ensuite. « Nous allons être bien, promit Calvin. Ce sera dur et les choses vont être différentes, mais nous passerons à travers ensemble. » Mason hocha la tête et referma les yeux. Calvin les conduisit à la maison alors que le soleil montait plus haut. Leur maison avait l'air la même. Les matériaux de rénovation encore épars dans l'allée, la cuisine encore à moitié finie. Mais tout avait changé. Il était un père célibataire maintenant. Élevant son fils seul, il ferait face à des questions légales, attention médiatique, peut-être même poursuite. Son mariage était fini, sa famille détruite, mais Mason était en sécurité. Calvin porta son fils endormi dedans et le posa dans son propre lit pour la première fois en jour. Il resta là un long moment, le regardant respirer, ayant encore du mal à croire que c'était fini. Son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Merci, Theo !» Calvin commença à répondre, puis s'arrêta. Qu'y avait-il à dire ? Ils avaient tous deux été changés par ce qui s'était passé dans cet enfer souterrain. Ils avaient tous deux franchi des lignes qui ne pouvaient être refranchies. Au lieu de ça, Calvin sortit la clé USB que Theo lui avait donnée, il la brancha dans son ordinateur portable et ouvrit les fichiers. Des photographies, des centaines, documentation de chaque prisonnier, chaque jour de leur captivité, log détaillé du processus de construction de Reginald, achat de fournitures, communications et quelque chose d'autre. Fichiers étiquetés assurance.
Calvin en ouvrit un. Son sang se glaça. Les photos montraient Mason dans l'installation, datée sur 3 ans, Mason à 4, 5, 6 ans, jouant dans ce qui ressemblait à une salle de récréation souterraine, mangeant à une table avec d'autres enfants, dormant dans une cellule. Reginald avait conditionné son petit-fils pendant des années, l'introduisant graduellement à l'installation, la normalisant, construisant une relation qui aurait éventuellement mené à Mason devenant partie du complexe de façon permanente, et il y avait d'autres enfants sur les photos, des enfants que Calvin ne reconnaissait pas, des enfants dont les parents étaient probablement puissants, riches, influence, tous du levier potentiel, toute assurance potentielle pour les opérations de Reginald. Calvin sentit la rage monter à nouveau, plus chaude qu'avant, le sauvetage était fini, mais c'était plus grand qu'un bunker d'un fou. C'était un réseau, un système, possiblement impliquant d'autres gens. Il passa les 6 heures suivantes à parcourir chaque fichier, prenant des notes, croisant noms et dates. Au moment où Mason se réveilla, Calvin avait identifié au moins 7 familles qui avaient envoyé des enfants visiter grand-père Stokes au fil des ans. Certaines étaient des politiciens, certaines des leaders d'affaires, certaines des juges. Mason apparut dans l'embrasure, se frottant les yeux. « Papa, je peux avoir le petit déjeuner ?» Calvin ferma l'ordinateur. « Bien sûr, mon pote. Qu'est-ce que tu veux ?»« Des crêpes. » Calvin sourit. « Des crêpes, alors, comme il préparait le petit déjeuner, quelque chose de simple, quelque chose de normal. » Calvin prit sa décision. Il coopérerait avec les autorités, il donnerait sa déclaration, il affronterait toute conséquence légale qui viendrait, mais il s'assurerait aussi que tout le monde impliqué dans le réseau de Reginald affronte la justice. La clé USB complète irait au FBI. Les médias en auraient des copies, chaque famille qui avait été complice, chaque personne qui avait permis ou bénéficié de l'opération de Reginald serait exposée. Reginald avait dit qu'ils se ressemblaient, tout de près à tout pour protéger leurs enfants. Il avait tort, Reginald avait protégé sa vision, son héritage, son ego. Il avait sacrifié des innocents pour ses fantasmes paranoïaques. Calvin protégerait son fils en s'assurant que des monstres comme Reginald n'aient plus jamais de pouvoir. Les crêpes étaient prêtes. Mason mangea avec enthousiasme, bavardant sur vouloir voir ses amis à l'école, demandant s'ils pouvaient finir la rénovation de la cuisine bientôt. Conversation normale d'un garçon qui avait traversé quelque chose d'anormal. Le téléphone de Calvin sonna. « Capitaine Matisse, Monsieur Brewer, j'ai besoin que vous veniez au poste aujourd'hui si possible. J'y serai cet après-midi. Je m'occupe de Mason d'abord. Compris? Aussi, vous devriez savoir que nous parcourons les ordinateurs de l'installation. Ce que nous trouvons, ça va être plus grand que nous pensions. Des agences fédérales s'impliquent. Vous pourriez vouloir un avocat? Je le ferai. Mais capitaine, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Calvin jeta un œil à Mason, qui était absorbé par ses crêpes. « J'ai des preuves supplémentaires. Beaucoup. Ça implique d'autres gens. Des gens avec des ressources et des connexions. Quand je viens, j'apporte tout. » Une pause. « Monsieur Brewer, si vous avez des preuves d'autres crimes, vous devez préserver la chaîne de garde. Ne le copiez pas. Ne le distribuez pas. Apportez-le directement à nous. Je le ferai. Mais je fais aussi des copies de sauvegarde parce que j'ai le sentiment que des gens puissants vont vouloir enterrer ça. Nous protégerons les preuves. J'espère, à cet après-midi. » Calvin raccrocha et regarda son fils manger. 7 ans et sa vie avait été envahie par un mal qu'il ne pouvait comprendre. Mais il était résilient. Les enfants sont résilients. Avec du temps, de la thérapie, de l'amour, Mason guérirait. Et Calvin s'assurerait qu'il grandisse dans un monde où les types comme Reginald Stokes ne gagnent pas. La route devant serait dure. Bataille légale, question de garde, scrutini médiatique, reconstruire leur vie des décombres de la trahison d'Hélène. Mais il survivrait, parce que c'est ce que faisait Calvin Brewer. Il construisait des choses, des fondations solides, des structures solides, des vies qui pouvaient résister à n'importe quelle tempête. En commençant par cette cuisine, en commençant par ces crêpes, en commençant maintenant, 3 mois plus tard, Calvin était assis dans une salle d'audience fédérale, regardant le juge lire le verdict. Reginald Stokes, coupable de tous les chefs, kidnapping, emprisonnement illégal, travail forcé, charge d'armes, conspiration. La sentence serait prononcée la semaine prochaine, mais le procureur demandait la vie sans libération conditionnelle. Reginald ne montra aucune émotion alors qu'il était emmené. Il avait maintenu tout au long du procès que ses intentions étaient pures, que l'histoire le justifierait. Le jury avait désapprouvé en moins de 2 heures. Le procès d'Hélène était prévu pour le mois prochain. Son avocat négociait un accord de plaider.
Témoignage contre son père en échange d'une sentence réduite. Calvin aurait la garde de Mason, quel que soit le résultat. Les papiers de divorce avaient été déposés des semaines auparavant. Les 11 prisonniers libérés étaient assis dans la galerie, regardant la justice se dérouler. Théo était avec eux, maigre mais en récupération, son témoignage ayant été crucial pour l'accusation. Il croisa le regard de Calvin et hocha la tête. Dehors du tribunal, les médias attendaient. L'affaire était devenue une nouvelle nationale. Le bunker souterrain, les ouvriers esclaves, le réseau de familles riches qui avaient envoyé leurs enfants visiter, 7 autres arrestations avaient été faites. Bien que la plupart de ces affaires soient encore en attente, Calvin évita les caméras et rentra chez lui, où sa sœur gardait Mason. Elle avait emménagé temporairement pour aider pendant que Calvin gérait le chaos légal. Leur mère avait offert aussi, mais Calvin avait décliné. Il avait besoin de faire ça lui-même. Pour prouver qu'il pouvait être le père dont Mason avait besoin, « Comment ça s'est passé ?» demanda sa sœur. « Coupable. Tous les chefs. » Elle le serra. « Bien, ce monstre mérite de pourrir. » Mason accourut. « Papa, on peut finir la cuisine maintenant ? S'il te plaît. » Calvin rit. La rénovation avait été en pause pendant des mois, mais peut-être était-il temps. Peut-être que revenir à la normale, ou aussi normale qu'ils pouvaient gérer, était exactement ce dont ils avaient besoin. « Ouais, mon pote, on peut finir la cuisine ?» Cette nuit-là, après que Mason soit allé au lit, Calvin s'assit sur la terrasse arrière avec une bière et regarda les étoiles. Son téléphone vibra. « Un texto de Théo. Je pars demain. Commence une nouvelle vie quelque part. Merci pour tout. » Calvin tapa en retour. « Bonne chance. Vous méritez un nouveau départ ?» La réponse vint vite. « Vous aussi. Ne laissez pas ça vous définir. » Calvin y pensa. Tout ce qui s'était passé, le sauvetage, le procès, la destruction de son mariage, ça ferait toujours partie de lui. Mais ça n'avait pas à le définir. Il pouvait construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux. Il pouvait être le père dont Mason avait besoin, l'homme qu'il voulait être. Le lendemain matin, Calvin et Mason allèrent au magasin de quincaillerie pour des fournitures de cuisine. Comme ils chargèrent des carreaux et du coulis dans le chariot, Mason demanda « Papa, est-ce qu'on va être bien ? Comme vraiment bien ?» Calvin s'agenouilla au niveau de son fils. « On va être mieux que bien. On va être super. Ça prendra du temps et certains jours seront durs. Mais on sait l'un l'autre. C'est ce qui compte. Et maman ?» Calvin choisit ses mots prudemment. « Maman a fait des choix qui ont blessé des gens. Elle va payer pour ses choix. Mais ça ne change pas le fait qu'elle est ta maman et qu'elle t'aime. Quand elle aura fini avec ses trucs légaux, si tu veux la voir, on trouvera une solution ensemble. » Mason hocha la tête. « Traitant, on peut encore voir tante Sarah ? Bien sûr, n'importe quand tu veux. » Ils finirent la rénovation sur les 2 semaines suivantes, travaillant ensemble, père et fils, posant du carrelage, peignant des armoires, installant de nouveaux fixtures. Ce n'était pas parfait. Calvin était un contremaître en construction, pas un ébéniste fini, mais c'était à eux. Le jour où ils finirent, Calvin fit le dîner dans la nouvelle cuisine, juste des pâtes et de la sauce. Rien de fancy, mais ils mangèrent ensemble à leur table dans leur maison, et pour la première fois en mois, ça ressemblait à un foyer. Mason alla au lit heureux. Calvin nettoya, puis s'assit à l'îlot de cuisine avec son ordinateur. La clé USB de Théo contenait encore des secrets, des fichiers que le FBI traitait encore, mais la partie de Calvin était finie. Il avait témoigné, il avait coopéré, il avait fait son devoir. Maintenant, il pouvait se concentrer sur la guérison. Son téléphone sonna, numéro inconnu. « Bonjour, Calvin Brewer, une voix de femme professionnelle. Je m'appelle Malin Riddle. Je suis productrice pour un grand réseau. Nous faisons un documentaire sur l'affaire Stokes et nous aimerions vous interviewer. » Calvin avait reçu des dizaines de ces appels. Il les avait tous déclinés. « Je ne suis pas intéressé à être à la télévision. » « Je comprends, mais Monsieur Brewer, ce n'est pas pour le sensationnalisme. C'est pour raconter l'histoire de ces 11 personnes qui ont souffert, pour exposer les systèmes qui ont permis que ça arrive. Votre rôle dans le sauvetage était nécessaire et compliqué. Et je ne veux pas profiter de ça. Nous ne vous demandons pas de profiter. Nous vous demandons d'aider à s'assurer que ça n'arrive plus jamais. » Pour montrer aux gens à quoi ressemble le mal quand il porte un visage respectable, Calvin pensa à Reginald, à sa voix calme et ses arguments rationnels, à comment il croyait vraiment construire quelque chose de bon. « J'y penserai, » dit Calvin. « C'est tout ce que je demande. Je vous enverrai plus d'informations. Pas de pression. » Après qu'elle ait raccroché, Calvin s'assit dans la cuisine silencieuse et considéra peut-être que raconter l'histoire aiderait, peut-être que ça donnerait une voix aux survivants.
Peut-être que ça empêcherait un autre Reginald Stokes de construire un autre enfer. Ou peut-être que ça rouvrirait juste des blessures. Il décida qu'il demanderait à Théo et aux autres s'ils voulaient parler, il les soutiendrait, s'ils voulaient la vie privée, il respecterait ça. Pour l'instant, il avait un fils à élever, une vie à reconstruire, et un futur à créer. Reginald avait tort sur l'effondrement du monde. La société avait ses problèmes, sûrs, mais elle avait aussi de bonnes personnes, des gens comme la capitaine Matisse et son équipe, des gens comme Théo qui avait tout risqué pour aider des étrangers, des gens comme la sœur de Calvin qui avait tout laissé tomber pour soutenir son frère. Le monde ne finissait pas, il changeait juste comme il l'avait toujours fait. Et Calvin Brewer changerait avec lui, un jour à la fois, une décision à la fois, un pas à la fois, dans sa chambre. Mason dormait profondément, en sécurité et aimé, c'était une victoire suffisante, c'est là que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. There's the hype train. Bada bam. Last stream, the bandwidth was just dying. We fixed it this stream. Last stream was a little choppy. This one's perfect. That's how it's been going. We're good now. Hopefully. All right, hunt's over. That is a long hunt duration. Oh my god. Dude. Is that my freaking lighter? It was. Oh my god. Do you want to spurt? I could spurt. Blah 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 blah. Blue blue blue. Ah! How did that not count, you twat waffle? Just missed him. I don't think we got a spurt. You got really mad when I did that. I didn't like that. Okay. Okay, okay. Blah 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 blah. Blue 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 blue. Nope. Oh, please tell me there's a hiding spot. Oh, there's no hiding spot. I might be kill. Oh boy. Oh boy. Oh! It's still going. Run! Make a run for it! And don't kill Smidge. Alright, we're good. We chillin', we chillin'. Hunt's over. My god. There's no hiding spot in the washroom. I just hid in the corner. I do that too for those times I die. Oh, oh. Hunt? No. Did you move? No way. 6.7. At a hunt? No, that's an event. I'm ready for this. I thought it was a hunt too, because it has like that cursed hunt sound. Oh! No, please! Spare me! Oh! It's not safe in here, is it? This is no bueno spot. Oh! Oh! What about here? Is it better here? Oh, I'm dead. Here it comes.
over? Hunt's over. Oh my. I think so. You bitch! That was the shortest event ever. Not in the living room. Might be here still. Check more down the hallway. It kind of felt like it was closer to like. I don't know. Oh. The Jews appeared. Tall grass, welcome in. Welcome in. I see you, Night Dragon. How do you do? Hope all is well. Good, good? Very nice. Very nice. We got cursed on here. It's not great. It's I think it's given us 2 evidence. No. Only 1. That's an amazing intro. Yeah, no, that's good. That's really good. I'm impressed. It's not a Myling. I don't think it's a Jinn. I don't really want to test because it's just gonna outpace me. All right, let's see. Let's see. Yep. Dining room. Yep. Ghosty has moving at the cruci over there. Extra digits. No extra digits. No. That doesn't have a sound? Oh my god, dude. Not a happy camper. I don't really want to record it hunting. Oh, I already got it. Never mind. We're good. As before, it was cursed. It just gets mad when you try to freaking spurt. It's the last of the cruci, I think. Yep. Get ready. Like a long hunt? Yeah, it's because it's we use a cursed item for it. Blah 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 blah. I can't tell if stream is buffering. Oh no, is it doing it again? Oh. Wait, come back here. Oh my god! That'd be a phantom? Oh! Oh! What? Oh my goodness. There's a chance to be a phantom? Oh. Might have a phantom. Kill bites are still good. Yeah, the stream's still keeping up. The kill bites are still good. Maybe it's just Twitch. It might also just be me. My preview, it's a little behind, just a little bit. 0.2. It does have the long blinks. Oh my god! Maybe I just need a refresh on my side. Yeah, no, it's all caught up now. Oh my god, what the hell? I think that's a phantom. Oh, I can't even see it. Oh! Oh! Don't get me. Don't get me.
you leave me alone, demon? Back, demon. Away, away. Oh, I think that might be a phantom. Ask Portis. I don't know why you feel that way. Because I'm dumb, but ask Portis. You're doing just fine, Smidge. Don't you worry. I'm just going off of like. What's that? Oh, that was a whisper. Never. God! That was right in my ear. It's so angry. See if I can get its attention over here. Oh my god. Run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh. Jeebus. That's nuts.